Salut Yvan. Salut. Yvan Bachot, donc j'ai pas besoin de te présenter à ceux qui s'intéressent au référendum d'initiative citoyenne, qui s'intéressent au RIC, parce que parmi les partisans du RIC, tu es bien connu puisque tu milites pour le RIC depuis plusieurs décennies. Et ben là, on a la chance de pouvoir avoir un petit entretien avec toi. Et pour commencer, j'aimerais te poser deux questions par rapport à des objections qu'on entend sur le RIC. La première, c'est que celle que Macron a dit, l'objection sur laquelle le RIC détruit la démocratie représentative. Qu'est-ce que tu réponds à cette objection? Oui, ben, il a dit que ça le détruirait, la démocratie représentative. Or, il est très facile de démontrer qu'en fait, on n'est ni en démocratie et qu'elle n'est pas représentative de toute façon. Alors, on n'est pas en démocratie, ben, c'est très simple. On a le pouvoir une fois tous les 5 ans. Dès qu'on a mis son bulletin dans l'urne au second tour des législatives, ben, les citoyens, quoi que fassent les élus, même le contraire de certaines promesses, ben, ils ne pourront plus reprendre la parole. Donc, ce n'est pas la démocratie d'avoir le pouvoir une fois tous les 5 ans. Quant à la représentativité de notre Assemblée nationale, c'est quand même culotté de dire ça. Il y a 60% aux dernières législatives de 2017, il y a 60% des électeurs qui ont refusé de choisir un représentant. Ne les contrôlant pas, ils ont compris, après 10 alternances quand même, droite-gauche, ils ont compris que ça servait à rien, que les promesses n'étaient pas tenues, qu'ils ne pouvaient pas intervenir, donc ils ont arrêté. 57% d'abstention, 2,98 de blanc. Voilà, donc on n'est ni en démocratie, et surtout c'est un système qui n'est pas du tout représentatif. Voilà ma réponse. Effectivement, ni une démocratie ni représentatif. J'ajouterais aussi que si on parle juste, si on parlait de démocratie représentative, si on parle juste d'avoir des parlementaires qui font leur travail, eh bien en Suisse, il y a un référendum d'initiative citoyenne, et puis il y a aussi un parlement avec des parlementaires qui font le travail. Macron aurait pu simplement traverser la frontière et regarder en Suisse pour voir que le fait qu'il y ait des référendums est tout à fait compatible avec un Parlement qui fait son travail. Et une deuxième objection, c'est que le RIC nuit à la stabilité juridique. Oui, Et alors ça c'est quelque chose qu'on a entendu assez souvent. Le Premier ministre, les porte-paroles du gouvernement, ils disent la démocratie représentative, c'est la stabilité et c'est très favorable aux investissements et donc à l'emploi, mais c'est exactement le contraire. Et c'est facile à démontrer, et c'est inclus dans le système même de démocratie représentative, puisque à chaque alternance, on peut constater que les nouveaux, eh bien, détricotent une bonne partie de ce que les battus ont fait, et donc à chaque alternance, alors il y a un exemple qui est dans l'actualité, les heures supplémentaires défiscalisées, ça avait été voté sous Sarkozy, abrogé sous Hollande et remis sous Macron. Donc, c'est la stabilité, c'est l'instabilité organisée. S'il y avait le RIC en toute matière, eh bien, quand une loi serait votée, déjà par la simple existence du RIC, les gens seraient obligés, le gouvernement serait obligé à une véritable concertation. Et une fois que la loi aurait été adoptée, ben, soit elle ferait l'objet d'un référendum abrogatif et elle en triompherait, et si elle avait triomphé d'un référendum abrogatif, eh bien plus jamais, à la prochaine alternance en tout cas, les députés nouveaux ne chercheraient pas à remettre en cause une loi qui n'a pas pu être abrogée par le peuple. ok, Donc c'est exactement le contraire. L'existence du RIC garantirait une stabilité juridique en obligeant à une véritable concertation et la menace de ce RIC abrogatif, moi je préfère dire un veto, eh bien s'il n'y a pas de veto, eh bien la loi ne sera pas remise en cause. effectivement, on remarque en Suisse, par exemple, la Suisse n'est pas connue comme étant très instable. Au contraire, c'est un pays plutôt stable. Et effectivement, pour les raisons que tu as dit. Et c'est vrai qu'on peut dire, est-ce que
est-ce que c'est même trop lent, mais en France, ça va très vite. Il y a des zigs et des zags qui vont très vite, mais ça fait zigzag et finalement, à la fin, ça peut faire du surplace, comme dans le cas que tu mentionnais. Et maintenant, j'aimerais parler de comment on peut aller vers le RIC. Les actions à faire maintenant et à l'avenir pour aller vers le RIC. Mais pour commencer, j'aimerais parler du passé, puisque tu es un militant depuis plusieurs décennies. Et donc, tu t'es intéressé au RIC bien avant que ce soit à la mode. Et j'aimerais savoir quand et pourquoi tu t'es intéressé au RIC. Ben, quand j'ai une date précise pour deux phénomènes qui sont marquants pour moi, j'ai commencé en 77 à m'occuper, à parler du RIC. J'ai retenu cette date parce que c'était les municipales. C'était la première fois que je me présentais à une élection municipale dans ma commune. Donc l'année c'est 1977. Et j'ai retenu aussi ça. Je me suis intéressé au RIC parce que cette année 1977, j'avais été suspendu 5 ans par la Fédération française de bridge pour des protestations soi-disant injustifiées. Et j'avais renoncé à m'écraser, disons, et je leur avais fait un procès. Et en même temps, puisque j'étais suspendu pendant 5 ans, j'ai commencé des études de droit. Et donc, en première année de droit, donc en 77, j'ai découvert le droit constitutionnel et donc eh bien, le référendum d'initiative citoyenne. Et à l'occasion des municipales, là, j'avais créé une association écologique de communauté où il y avait le référendum d'initiative citoyenne qui était prévu dans les statuts pour interroger la population à propos d'un grand lotissement. Voilà pourquoi j'ai une date précise, parce qu'il y a deux événements où j'ai des dates repères, quoi. J'ai Et, commencé mon droit en 77 par du droit constitutionnel et j'ai fini en 81, la maîtrise en 81. donc on est 77, on est en 2019, donc ça fait plus que 40 ans si je calculais 42 ans, oui, 42 ans. 42 ans. Et là, le RIC spécifiquement, donc où c'est que tu as vu qu'il y avait cette possibilité constitutionnelle de référendum d'initiative citoyenne? Ben, dans mes cours de C'était droit dans les cours. constitutionnel de première année, il y avait une constitution qui m'avait bien plu d'ailleurs, c'était la russe, parce qu'elle c'était vraiment la mieux, mais c'était quand même la dictature complète, mais la constitution était bien. C'était la mieux Ok. faite. Donc en fait, c'est dans les études de droit constitutionnel. Oui, oui, voilà. Ok, bah, ça veut dire qu'au fond, les autres qui ont étudié le droit, ils n'ont aucune excuse. Et finalement, ils ont aussi eu les mêmes études de droit Oui, constitutionnel où ils auraient pu découvrir le RIC. oui. Euh, ensuite, quand tu as milité pour le RIC, depuis longtemps en tout cas, tu milites pour le RIC en toute matière. Oui. Et est-ce que tout de suite, enfin, comment t'en es venu à cette idée de RIC en toute matière? Est-ce que tout de suite c'était l'idée ou bien est-ce que peu à peu tu t'es rendu compte qu'il fallait en toute matière? Ben, en toute matière, ça me semble quelque chose qui sera difficile à refuser par les élus, parce que je vois pas, ça c'est aussi, ces études de droit, moi j'étais dentiste, hein, quand j'ai fait mes études, j'avais 40 ans, et donc ça m'a donné un vernis juridique, disons, je me pose pas comme un juriste, hein, parce qu'à part quelques procès à des associations que j'ai faites pour leur violation des statuts, de leurs propres statuts, j'ai aucune pratique vraiment juridique, c'est un vernis que j'ai. Mais je me suis rendu compte, enfin ça c'est aussi un principe du droit, on ne voit pas comment les députés ont dû modifier 23 fois la Constitution ou quelque chose comme ça, et on ne voit pas comment ils le font parce que ce sont nos représentants, on ne voit pas pourquoi eux, qui sont nos représentants, pourraient modifier la Constitution, et nous qui déléguons notre pouvoir pour un temps, on n'en disposerait pas. C'est complètement incompréhensible, on ne peut pas transférer moins de pouvoir qu'on en a. Donc ça, il me semble que si les députés
peuvent modifier la Constitution, ben, il n'y a aucune raison que le peuple ne puisse pas le faire. Ça ne tient pas debout, quoi. Ok, et puis par exemple au niveau fédéral en Suisse, donc le peuple peut prendre une initiative citoyenne pour modifier la Constitution, mais par contre au niveau fédéral, donc il peut modifier la Constitution, mais pas la loi, le niveau juridique en dessous. Mais Et il a qu'à changer la Constitution pour se donner ce droit. justement, une fois qu'il a la Constitution, c'est pour ça, ça c'est vraiment le cœur du RIC. Une fois qu'on peut changer la Constitution, au fond, tout le reste, on peut l'obtenir. Mais Le... bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus délayer et dire le référendum révocatoire, le référendum révocatoire, moi le prévoyant en toute matière, si des gens veulent le mettre, pourquoi pas. Mais je doute que les Français souhaitent avoir des élections présidentielles tous les 2 ans et demi. Parce que si on a le RIC révocatoire au bout de 2 ans et demi, M. Mélenchon le proposait même au bout d'un mois ou deux. Il y a une vidéo sur le site du CLIC où il propose n'importe quand, n'importe quel élu, n'importe quand. Mais en restant raisonnable et en disant que ça serait à mi-mandat, bon, ben, ça veut dire que tous les 2 ans et demi, on va avoir des présidentielles et des législatives. Je pense que les Français n'accepteront jamais ça. Et d'ailleurs, pourquoi faire des référendums révocatoires si les élus sont sous contrôle continu des citoyens, ils ne pourront pas faire de conneries, puisque toutes les lois pourront être soumises, moi, non pas à un référendum abrogatif, mais à un veto suspensif, et donc on peut tout contrôler. Donc si on peut tout contrôler, pourquoi vouloir les changer? Oui, Bon, c'est beaucoup lié à la situation actuelle où le président français a énormément de pouvoir. Donc les gens veulent pouvoir le virer, disons. Mais c'est vrai que dans un cadre où il aurait moins de pouvoir parce qu'il est bien contrôlé par le RIC, ça deviendrait beaucoup moins important ou beaucoup moins utile de le virer. Et puis je mais note, il a du pouvoir d'après notre Constitution. Le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Théoriquement, le pouvoir est à l'Assemblée nationale, puisqu'en 48 heures, les députés peuvent mettre le gouvernement à la porte. Donc, et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand il y avait des cohabitations avant. On voyait bien que le président, ça a été Mitterrand qui a été en cohabitation pendant 2 ans, je crois, et Chirac aussi en cohabitation. Le pouvoir, il est au Premier ministre qui a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, je pense qu'on exagère les pouvoirs du président. Ils ne tiennent que parce qu'il a une majorité Godillot, mais ça, c'est assez normal que la majorité soit Godillot, puisque les gens sont élus que parce qu'ils soutiennent le président de la République. Donc il faut quand même être cohérent aussi. Hein. donc dans ce que tu as souligné, dans ce que tu as dit, j'aimerais souligner deux points. C'est justement que c'est moins important, une fois qu'on contrôle bien ceux qui ont le pouvoir, c'est moins important de pouvoir les virer. Et le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que le, au fond, le plus important, c'est de pouvoir modifier la Constitution. Et puis ensuite, on peut faire les autres choses si on veut. Et, et j'ajouterais qu'il y a un avantage à d'abord faire cette modification de la Constitution, puis dans un deuxième temps, poser la question, si on veut, du référendum révocatoire, et pas venir tout de suite avec un point qui est où il y a des désaccords, disons. Aller plutôt sur le point premier de pouvoir modifier la Constitution. Moi, je pense que le référendum révocatoire, s'il y avait un référendum là-dessus, il peut même y avoir des sondages, hein, Ouais. c'est déjà pas mal. S'il y a des sondages, je pense que les gens seront contre qu'il puisse y avoir, parce qu'il est évident que s'il y a ce référendum révocatoire, il est bien évident que le Front National, plus LR, plus la France Insoumise, qui ont perdu la présidentielle, au bout de 2 ans et demi, ils vont demander des élections. Or ça, je ne pense pas que les Français soient d'accord pour ça, Ouais, même actuellement. donc dans un premier temps, pas alourdir le RIC avec ça. Et Mais je pense que si on avait ce RIC, une des premières choses qui pourrait faire l'objet d'un RIC, ça serait de présenter des modalités irréprochables, disons,
pour le tirage au sort d'une constituante et qui, elle, ferait en 6 mois le toilettage complet de la Constitution, et donc on partirait sur des bonnes réformes constitutionnelles. Et donc on verrait là si ce référendum révocatoire serait instauré. À mon avis, non. Ok. Et la question suivante, c'est, ce que je remarque, c'est dans tes actions, tu te focalises toujours uniquement sur le RIC et tu rentres pas tellement dans des discussions sur des projets spécifiques, sur des questions, disons, partisanes ou sur des questions, des débats sur vraiment des points spécifiques. Mais c'est toujours simplement le RIC. Si je contraste ça, par exemple, à Étienne Chouard, lui, il écrit, il est dans ce projet de constituante et il écrit des points et des points. Et il rentre ensuite beaucoup sur des questions spécifiques sur, je sais pas, l'écologie ou la monnaie ou des choses comme ça. Donc, il y a manifestement une stratégie de ta part de te concentrer sur le RIC et uniquement le RIC. Et Mais pourquoi est-ce que tu c'est-à-dire as pris cette décision? c'est-à-dire que Étienne, quand il fait ça, chaque fois que l'on propose quelque chose, on se divise. D'abord Étienne, il se présente, il a appelé à voter Mélenchon, et maintenant il appelle à voter Asselineau. Bon, ben, c'est pas raisonnable. Moi, ça fait très longtemps que, ne pouvant pas contrôler les élus, enfin tous ceux que, quand on m'appelle à voter, à 80 ans, j'ai vu les 10 alternances, donc j'ai compris que quoi qu'on fasse, j'ai voté un petit peu sûrement il y a très longtemps, mais tant que je ne pourrai pas contrôler les élus, je n'irai plus voter. Or, Étienne est allé voter pour Mélenchon, c'est pas raisonnable. Moi, j'estime que c'est pas raisonnable, quand on est partisan du RIC et de la démocratie, d'aller voter pour des camps. Enfin, Mélenchon, on l'a quand même vu 35 ans au Parti socialiste, quand même. Donc, on sait qui c'est, quand même. Donc, aller voter pour lui, comme pour d'autres, du moment qu'on ne peut pas les contrôler, moi, j'irai voter le jour où je saurai que si je disposerai du RIC pour pouvoir les contrôler. Avant, je n'irai pas. Donc, Sauf là, évidemment, je vais aller voter pour notre liste, mais on n'aura pas d'élu. donc, on reviendra peut-être plus tard dans notre entretien sur cette question, approfondir cette question de l'élection. Mais je retiens, enfin, je souligne surtout que oui, c'était pour un objectif de, disons, de s'unir et d'éviter de se diviser, que tu te concentres uniquement sur le Ben RIC. oui, et Étienne est manifestement à gauche et bien à gauche. Donc tu peux pas regrouper des gens et quand tu commences déjà à couper la France en deux. Oui, Or, il y a, il y a 80% pour le RIC, mais il n'y a pas voilà, 80% à gauche, et il n'y a pas 80% à droite non plus. et ben voilà, il y a 83% des Français pour le sondage IFOP d'avril 2017, et on peut se regrouper là-dessus. Et tandis que Étienne, s'il veut se regrouper en tirant à boulet rouge sur les 1% les plus riches et blablabla, et anticapitalistes, sortir de l'Union européenne, et ci et là, c'est mal parti pour se rassembler là, quand même. Ok, alors maintenant, donc tu milites sur le RIC, d'ailleurs, donc en te focalisant même sur le RIC depuis des décennies. Et puis, ben, tu as vécu donc ce militantisme pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, il y a eu les Gilets jaunes. Et j'imagine que ça a beaucoup changé. Et j'aimerais que tu nous rappelles, disons, qu'on voie l'apport des Gilets jaunes, que tu nous rappelles quelle était la situation juste avant les Gilets jaunes et en quoi les Gilets jaunes ont transformé cette situation. Ben, les Gilets jaunes ont transformé la situation en reprenant le RIC. Et le RIC a été connu à cause d'une conférence qui a été organisée le 8 décembre par Daniel Fernandez à Saint-Clair-du-Rhône, où il avait invité Fly Raider, Étienne Chouard, et mon ami Léo aussi, et moi-même, parce que moi j'étais dans le coin, puis un peu connu je connais Étienne depuis pas mal d'années. Et donc on a fait cette conférence et elle a été
Fly Raider aurait plein de followers ou je ne sais quoi, et ça a été suivi, la conférence a été suivie par plusieurs milliers, paraît-il, de followers, enfin je ne sais quoi, et, et donc ça a été après repris, partagé, etc. Et tous les gilets jaunes, enfin beaucoup de gilets jaunes, ont découvert le RIC, dont ils avaient pas trop entendu parler. Et évidemment, avoir l'initiative et le vote des lois, ils ont tout de suite compris que c'était quelque chose qui était intéressant pour eux. Et donc les pancartes sont apparues dans les télés. À chaque manifestation de gilets jaunes, il y avait des pancartes RIC. Et ça a fait le plus grand bien au RIC. Et notre pétition, par exemple, d'article 3, qui milite que pour ce RIC également, et avait eu de l'ordre de 6000 signatures en 5 ou 6 ans. Et avec les gilets jaunes, il y a eu 200 000 signatures, plus 100 000 qui n'ont pas été confirmées pour je sais quelle histoire de bug dans les confirmations de signatures. Ben, il y a 300 000 personnes qui ont signé. Donc c'est énorme, c'est absolument énorme l'impact des gilets jaunes. L'impact a été énorme, ça c'est certain. Je mettrai peut-être en lien dans la description cette vidéo auquel tu fais référence. Tu parles de Daniel Fernandez, c'est Demos Kratos, c'est ça? Non, Daniel Fernandez, c'est un militant, disons, gilet jaune, qui a organisé d'ailleurs à Saint-Clair-du-Rhône un vote en faveur du référendum d'initiative citoyenne à laquelle j'ai participé en tant que membre de l'association Article 3. Et on a fait voter un bureau de vote, le bureau de vote numéro 3, en posant la question: êtes-vous favorable au référendum d'initiative citoyenne en toute matière? Oui, non, blanc. On a fait pas mal de porte-à-porte pour expliquer aux gens ce que c'était et les inciter à venir voter. Ils sont venus voter dans une urne scellée par un huissier qui est venu également pour l'ouvrir pour le dépouillement. Et sur 1027 inscrits de ce bureau de vote, on avait obtenu 250 personnes qui sont venues voter, 231 oui, 9 non et 10 blancs. Et il se trouve que 231 oui, ça dépassait de 14 voix le score obtenu par la députée La République En Marche. Donc c'était un franc succès de cette consultation. Ouais, ça, c'est lui qui avait organisé cette conférence le 8 décembre, qui est assez connue d'ailleurs. Le 8 décembre, d'accord, ouais. Ok. Et c'est par rapport parce que j'avais vu cette vidéo de Demos Kratos. Oui, c'est Demos Kratos qui avait filmé. Ah, c'est Demos Kratos qui a filmé, c'est cette conférence-là, ok. Oui, oui. Oui, c'est la même. Demos Kratos qui a filmé. Ok, d'accord. Ok, donc là, on voit un impact énorme des Gilets jaunes pour la promotion du RIC, une fois que les Gilets jaunes se sont emparés du RIC. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut se battre pour instaurer le RIC en France, avec évidemment tout ce soutien des Gilets jaunes, c'est toute cette transformation, c'est le RIC qui passe dans les médias, on parle du RIC dans les grands médias. Comment tu penses procéder peut-être dans l'immédiat? Quelles sont les actions actuelles? Les actions actuelles, je pense faire une liste comme on avait fait en 2009 pour le RIC et que le RIC, c'est une première chose. Et comme on n'a pas les moyens, et qu'on n'a pas accès aux médias, mais qu'on n'a pas les moyens financiers de mettre des professions de foi partout et des bulletins, ce qui serait bien, c'est que ce que je vais faire moi-même à communer, malheureusement je suis tout seul, je vais bientôt avoir fini, mais enfin bon, c'est quand même du boulot. On prend un bureau de vote d'un village, par exemple, j'ai 812 adhérents, 812 électeurs. Je les ai groupés par foyer et je vais avoir quand même 320 enveloppes à les remettre. Enfin, je vais essayer de les remettre quand je vais chez les gens
et je sonne et j'essaie de le remettre en main propre. Mais c'est trop juste. En étant tout seul, je vais pas. Et c'est fatigant aussi parce qu'il y a des côtes et des. C'est assez fatigant. Et donc, je vais mettre quand même essentiellement dans les boîtes aux lettres. Mais quand j'envoie, mettons, 2 sur 10 à peu près, et j'ai un excellent accueil quand les gens sont dehors ou quand je vois que je peux les appeler, on a un excellent accord. Et ce qu'il faudrait, eh bien, c'est que dans ces bureaux de vote, on obtienne des scores qui soient très favorables. On n'obtiendra peut-être pas à Saint-Clair-du-Rhône. J'espère que les 25% de gens qu'on a mobilisés se remobiliseront et qu'on aura un score pour être à Saint-Clair, on sera peut-être premier, puisque Mais tu parles du score pour quelle votation, pour quelle élection? mais pour l'élection Pour européenne, l'élection européenne. pour l'élection européenne, puisqu'on a une liste oui au RIC, notre seule revendication c'est le RIC national et européen. Eh bien, si c'est bien expliqué aux gens, et ceux de Saint-Clair qui ont déjà été consultés, donc devraient être particulièrement sensibles, j'espère que Daniel fera en sorte de les motiver pour revenir voter, alors que là, c'est un scrutin officiel, il devrait le faire normalement. Et moi, à Communet, ben, j'espère bien dépasser les 10% en tout cas, et j'espère faire plus. Et si j'obtiens pas 10%, sur les enveloppes, j'ai marqué sur les enveloppes le sigle du oui au RIC sur un coin de l'enveloppe. J'ai marqué cette fois-ci, ne vous abstenez pas en énorme sur l'enveloppe. J'ai marqué que voter pour nous, c'est voter pour vous. Et rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Voilà l'enveloppe qu'ils trouvent dans la boîte aux lettres. Alors donc, rien qu'en ayant vu ça, c'est déjà pas mal. Et dedans, ben, ils ont 2 pages d'argumentaire qui, j'espère, est très logique et simple. Et j'ai bon espoir de faire un très bon score à Communet. Alors, s'il y a d'autres bureaux qui font ça, eh bien, on pourra calculer le nombre de députés européens qu'on aurait sur ces bureaux. Donc c'est très important de souligner donc il y a ce mouvement pour l'initiative citoyenne qui existe dans toute la France. Au fond, les communes n'ont pas vraiment besoin de faire un bureau. Si quelqu'un est tout seul dans sa commune et qu'il n'a pas, je veux dire, il n'est pas vraiment un militant, il n'a pas envie de faire comme tu fais, d'aller chez les gens, il peut quand même aller sur votre site, imprimer le bulletin de vote parce que le bulletin de vote, il ne le trouvera pas au local de vote parce que vous n'avez pas l'argent pour imprimer ces bulletins. Mais n'importe quel citoyen peut imprimer ce bulletin et après aller voter dans n'importe quelle commune Voilà. pour le mouvement pour l'initiative citoyenne. Voilà. Et donc ça, je pense que quand même, grâce beaucoup aux Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui sont au courant du RIC. Donc le minimum que les gens peuvent faire quand même, c'est coller une affichette de notre mouvement sur le panneau numéro 14, mettre la profession de foi, la profession de foi officielle recto verso, la coller. Et puis moi j'ai préparé un texte d'un appel aux abstentionnistes. Parce que c'est les abstentionnistes qu'il faut arriver à motiver pour leur dire, écoutez, profitez de cette occasion. Macron dit que le pouvoir n'est pas à la rue, qu'il doit être dans les urnes. J'en suis tout à fait d'accord. Et le problème, justement, c'est que les urnes, on y est convoqué tous les 5 ans et que des référendums, ben, quand il y en a, le dernier référendum remonte à 14 ans, hein, et le non qui avait été voté au référendum a été transformé en oui par le Parlement. Donc le pouvoir, il est aux urnes, mais aux urnes, on ne peut pas y aller. C'est ça le gros problème. Donc je crois que c'est effectivement très important que tous ceux qui seraient tentés de s'abstenir sont conscients qu'il y a vraiment, pour cette élection, aucune excuse de s'abstenir, puisque, en tout cas pour ceux qui sont favorables au RIC, puisqu'il y a cette liste mouvement pour l'initiative citoyenne dont l'unique objectif est le RIC. Donc si vous êtes pour le RIC, vous pouvez voter pour cette liste. Donc vraiment le tout minimum que les gens peuvent faire, c'est imprimer
et puis glisser dans l'urne la liste du mouvement pour l'initiative citoyenne. S'ils ont envie d'être un tout petit peu plus militants, de faire ce que tu as dit, d'aller sur le Sur les placard, panneaux électoraux, et c'est puis quand d'aller même pas au numéro grand-chose. 14 et de mettre, d'afficher, Voilà. de mettre un texte, enfin d'imprimer la profession de foi. Et puis s'ils veulent aller encore plus loin dans le militantisme, ils peuvent aller en direction de ce que tu as fait et puis essayer de distribuer des bulletins de vote déjà, puisqu'ils ne seront pas disponibles dans le local de vote, et donc ils peuvent aller aussi plus loin dans le militantisme. Donc, ça c'est la première action, c'est pour cette élection européenne. Et puis donc ça c'est pour au fond dans quelques jours. On est en train de parler de dimanche prochain. Et et puis après, alors, quelle serait la suite? Une Mais chose, juste avant que tu me répondes, ton écran bouge beaucoup. oui, c'est mon chat Ah, qui vient se frotter. Je l'ai mis par terre. Il vient se frotter à l'angle et il est par terre. Il est sur une chaise maintenant. ok. Si tu peux le bouger quand on voit un peu plus l'entier de ton visage. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ok. Ah oui, alors ma question c'était la suite. Après dimanche prochain, quelle est la suite? Bon, ben la suite, j'espère qu'on aura des bons scores. Si on avait dans plusieurs bureaux témoins, on appelle ça des bureaux témoins comme celui de Communé ou de Saint-Clair-du-Rhône, si on a de très bons scores, je pense que monsieur le gouvernement et monsieur Macron qui sont sensibles aux urnes, eh bien, ils verront que c'est quand même que des gens ont fait l'effort de se déplacer. On devrait aussi avoir une participation qui sera meilleure dans les bulletins, dans les endroits où on aura mis les bulletins. Bon, mais je doute quand même que ça suffise à leur faire adopter le RIC pour autant. Et ben, je pense que dans un deuxième temps, il faudra se mobiliser pour. On l'a déjà fait, enfin, on a déjà lancé un appel au sein du CLIC, le comité de liaison pour l'initiative citoyenne, qui existe depuis quelques années, et on a demandé aux gens de faire des promesses de manifestation. Et donc, on leur demande, la question était, si vous êtes sûr qu'on soit nombreux, est-ce que vous seriez prêt à manifester un soir par semaine, donc le vendredi soir semble le plus approprié, de 18 à 19 heures sur la place de votre mairie. C'est quand même pas un gros boulot. Et je pense que si on fait ça, et si on est des millions à aller sur la place de sa mairie le vendredi soir, avec pour unique revendication le RIC. Le RIC en toute matière, et rien que ça, rien d'autre. Et sans aucune position économique et sociale, quel que soit toutes les associations qui sont pour le RIC parce qu'elles n'obtiennent pas satisfaction sur leur propre objet social, eh bien, si elles appellent à ces manifestations, là, je pense que très rapidement, on devrait l'obtenir. Il n'y aurait pas besoin de 6 mois. Mais parce que les gilets jaunes ont été au maximum 300 000, évidemment, c'était beaucoup plus parce que comme ils occupaient en permanence, ils étaient sûrement au moins 1 million, peut-être plus d'1 million pour pouvoir occuper en permanence les ronds-points. Mais c'était quand même pas un truc vraiment de masse. Pour obtenir satisfaction sur le RIC, je pense que des manifestations statiques où il ne pourrait pas y avoir de dégradation dans des endroits qui seraient entourés de barrières et sans bouger, eh bien, je pense que là, très rapidement, on devrait obtenir satisfaction. Je vois rien d'autre comme possibilité. Moi, je trouve cette idée très intéressante parce qu'au fond, c'est un marathon et, et de tenir tous les samedis pendant encore très longtemps, enfin pendant encore des années, ça va être difficile. Et je trouve effectivement très intéressant de limiter le temps à 1 heure pour que si c'est un marathon, donc on va à chaque fois quand même être pas faire trop long. Et puis deuxièmement, dans un lieu statique, devant la mairie, en évitant les déprédations, ce qui fait une très mauvaise réputation Ah ben oui, aux Gilets jaunes. Et puis où on bloque aussi, on évite de bloquer la circulation, ce qui aussi fait une mauvaise réputation aux Gilets jaunes.
Et oui, ça a causé des préjudices aux commerçants et ça a été mauvais. Tandis que si on manifeste 1 heure devant sa mairie, d'abord l'effort est minimum. Là, ça ne coûte rien à personne et que d'aller à Paris, etc., ça pose des problèmes financiers, d'organisation et tout ça. Aller devant sa mairie, si les gens ne sont pas capables de ça, ben, ils ne l'obtiendront pas. Ça, c'est quand même le minimum. Pour obtenir la fin de notre impuissance politique, s'il suffit d'aller passer 1 heure le vendredi soir, au lieu de rentrer chez soi, de passer 1 heure sur la place de la mairie, ça me semble quand même un travail bien exorbitant. Ouais, je trouve ça très intéressant. Tu dis aussi le vendredi soir, donc ça serait pas forcément en opposition avec le samedi des Gilets jaunes pourrait aussi continuer. Ça serait complémentaire, disons. Les Oui, gens mais pourraient aller aux les deux, pourraient choses, faire les deux, moi ceux je qui veulent vois, faire les deux. moi je vois quand on fait des manifestations, il me semble que quand tu fais une manifestation, il faut que tu aies des revendications précises, si possible une, pour que les choses soient bien claires, mais enfin à la rigueur deux ou trois, et tu dis, voilà, on manifestera tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction. Si tu manifestes en disant Macron démission, bon les retraites, l'indexation de ci, de là, enfin, quand il y a des dizaines de revendications, ça peut être sans fin cette histoire. Donc, à mon avis, il faut se mettre d'accord sur une revendication et quand on a le RIC, eh bien, si on a l'initiative et le vote des lois, on pourra modifier la Constitution, on pourra aussi voter des lois sociales, pour plus d'équité, évidemment que les gens sont plus pour l'équité fiscale et des choses comme ça, il est bien évident que les gens sont majoritairement pour. Donc le RIC, c'est la porte d'entrée et ensuite les gens pourront soumettre en votation populaire des propositions d'aller dans le sens qu'ils veulent pour des sujets spécifiques. Ben oui, on a 50 millions d'adultes. Avec 50 millions d'adultes, on a toutes les compétences, tous les niveaux de compétences dans toutes les matières, de l'ingénieur, du polytechnicien, des gens qui sont au CNRS, etc., jusqu'aux gens qui sont qui pratiquent dans les usines à tous les niveaux. On est capable de faire des lois dans tous les domaines et des propositions sérieuses. Et si les élus ne les adoptent pas, eh bien, on pourra les faire sélectionner pour les soumettre à référendum. Mais pour ça, il faut donc d'abord avoir le RIC. Et là, la question que je poserais, c'est, là tu dis si on est des millions, imaginons qu'on soit des millions, je sais pas, 5 millions ou 10 millions, disons. Qui est 10 millions de Français qui tous les vendredis pendant 1 heure réclament le RIC devant la mairie. Est-ce que ça suffit réellement pour avoir le RIC? Bah, Parce- évidemment, hein, là, je vois pas. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est proposer des modalités aussi qui soient inattaquables. Tu m'as dit que on n'était pas trop d'accord sur les modalités, mais moi, les modalités que j'ai proposées, ça fait déjà bien longtemps que j'y réfléchis, et elles se sont améliorées petit à petit. Des copains ont participé. J'ai cherché à faire des modalités qui ne, pour lesquelles, j'ai dit, elles sont inattaquables, c'est-à-dire les élus n'ont aucun argument avouable pour les refuser. Voilà le principe que je me suis posé, c'est de dire, il faut que les modalités proposées, les élus, sauf à dire, le seul argument c'est de dire, ah ben non, nous on a été élus, on veut rien, on veut pas être emmerdé pendant 5 ou 6 ans. Bon, mais ça, ils peuvent pas le dire. mais Donc, disons, les élus manquent pas d'imagination. Ils trouveront bien une façon autre de pas dire ça quand même si c'est ça la raison, et de l'emballer un petit peu mieux. Je peux imaginer qu'ils disent par exemple, ce qu'a dit Macron et ce dont on a parlé tout au début de cet entretien, là, l'argument que le RIC détruit la démocratie représentative. Tu as justement argumenté que bah, la France n'est pas une démocratie et puis de toute façon c'est pas représentatif. Mais bon, ça a l'air de suffire quand même pour les gens. Ils veulent préserver le Parlement, disons.
ça a l'air de suffire pour beaucoup comme argument. Ou bien un Ben autre non, argument que j'ai entendu aussi à l'Assemblée nationale, juste avant les Gilets jaunes, il y avait des débats à l'Assemblée nationale sur le RIC, et j'ai entendu l'argument, aussi pour le Parlement est le lieu du débat éclairé. Euh, voilà, donc c'est des mots. Le Parlement est le lieu du débat éclairé, ça sonne bien, parce qu'effectivement, on espère bien que c'est un lieu de débat éclairé, ça serait la moindre des choses. Et puis en ayant dit ça, ça revient plus ou moins à dire ne m'embêtez pas pendant 5 ans, mais c'est dit autrement et les élus peuvent tirer en corner de cette façon. oui, mais justement, dans les modalités que je propose, euh, il est prévu, tu sais l'histoire de Jacques Testard, qui prévoit des conseils, des conférences de citoyens, etc. Et il prévoit de réunir donc un certain nombre de citoyens tirés au sort, un petit nombre, une vingtaine, entre 15 et 20. Ils sont informés contradictoirement par des experts pour, par exemple, pour les OGM, contre les OGM. Ils peuvent demander à recevoir des experts de leur choix. Et après ça, ils rédigent une proposition. Ils se mettent d'accord et ils rédigent une proposition. Ben, moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des choses comme ça. Mais la différence, c'est que Jacques Testard, à la fin, dans une conférence, je l'ai vu annoncer, qu'au bout de tout ça, eh bien, parlementaires seront informés de la décision de cette conférence des citoyens et ils ne pourront pas dire qu'ils l'ont pas reçu, qu'ils n'étaient pas au courant. Mais c'est tout, ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas les citoyens qui décident. Ben voilà, ils en font ce qu'ils veulent, et il a prévu ça un peu comme panacée, de dire ben ils auront été mis au courant, donc ils pourront pas dire, etc. Mais ça, moi je suis tout à fait d'accord, mais il faut que ces citoyens, s'ils estiment qu'ils n'ont pas été entendus par les parlementaires, ils disposent du RIC pour en appeler à l'arbitrage de la population. Pour Or, imposer Tesla ne fait pas ça. Quoique lui aussi, depuis qu'il y a les gilets jaunes qui parlent du RIC, il a peut-être aussi changé Ouais, son avec les gilets position. jaunes, il y a des choses qui paraissaient impossibles qui tout d'un coup deviennent envisageables. J'aimerais, mettons, pour dernier point, donc là, je retiens que au fond, toi, tu comptes sur, s'il y a une mobilisation de plusieurs millions de personnes, euh, tu penses que ça suffira en ayant des modalités dont on n'a pas vraiment le temps de parler maintenant, en ayant des modalités qui sont quand même telles que les élus ne peuvent pas refuser. Au fond, c'est ça ta stratégie. Et la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de la voie de l'élection présidentielle? Et concrètement, s'il y avait des millions de citoyens, si tous ces millions qui sont le vendredi, qui seraient le vendredi 1 heure par semaine devant la mairie, si tous ces citoyens avaient décidé qu'ils ne voteraient pas pour un candidat qui ne promet pas le RIC, est-ce que, est-ce que ce serait pas aussi là un moyen pour, par la voie présidentielle, obtenir le RIC? Ben non, là, pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucune chance par cette voie. Personne, et d'ailleurs, ça serait celui qui le promettrait, ça serait une promesse comme une autre. Hein. Ça ferait qu'un autre gars qui viendrait nous promettre le RIC. Madame Le Pen Attends, promet le juste un instant. Attends, je te coupe juste. Si par exemple le candidat qui promettait le RIC, pour que ce soit pas une promesse comme les autres, justement, s'il disait, donc en tant que candidat, je promets le RIC, donc ce texte que je vous montre de modification de la Constitution qui introduirait le RIC, je vous promets de le mettre en œuvre disons, dans les 3 mois après mon élection.
Et si je n'ai pas tenu ma promesse, je déclare maintenant en tant que candidat que une insurrection populaire serait alors légitime et que ce serait le devoir sacré de la police et de l'armée de rejoindre les insurgés. Si le candidat disait ça, tu ne crois pas que sa promesse serait d'abord très différente des autres promesses qu'il fait d'habitude et deuxièmement qu'elle serait crédible? Mais ça serait pas tellement différent de ce qu'ils ont dit d'habitude, parce que en 93, le RPR qui était pas... En 93, tous les partis avaient le RIC dans leur programme. Et le RPR, qui n'était pas avare de promesses, l'avait promis, lui, il avait promis l'organisation d'un congrès pour instaurer le RIC dans l'année 93. Donc c'était précis, il y avait un calendrier. Il y avait la précision, mais il n'y avait pas cette solennité de dire... Oui, il y avait pas la sonalité, mais toujours est-il qu'ils ont bien réuni un RIC, et ils ont bien réuni un congrès au mois de juillet, donc quelques mois après, mais c'était pas pour instaurer le RIC, mais pour instaurer la Cour de justice de la République, pour que les ministres socialistes qui étaient mouillés dans l'affaire du sang contaminé soient jugés par leurs copains parlementaires. Voilà ce qu'ils ont voté, et j'avais organisé, ça c'était au mois de juillet, donc ils avaient été élus au mois de mai, quelque chose comme ça, et au mois d'octobre, j'ai organisé dans le village à côté du mien, où il y a un lotissement de 150 petites villas, j'ai organisé une double pétition pour demander à Balladur de respecter son engagement de faire le RIC, de réunir un congrès pour mettre le RIC, et pour demander la suppression de la Cour de justice de la République. J'ai obtenu 86,36% de signatures. Donc les prétendus représentants du peuple qui venaient d'être élus, avec un raz-de-marée pour le RPR, eh bien au mois d'octobre, quelques mois après, il y avait 86% des gens qui estimaient que ce qu'ils avaient fait ne correspondait pas du tout à ce que souhaitaient les gens. Donc ce ne sont pas des représentants du peuple, ils représentent leur caste, et on s'en sortira pas comme ça, par les élections. Bon, ce qui montre aussi que le RIC est absolument nécessaire parce que, premièrement, ils ne tiennent pas forcément leurs promesses et deuxièmement, même s'ils les tiennent, finalement, quand il y en a un qui gagne l'élection présidentielle, ça veut dire que la majorité a voté pour lui, mais ça ne veut pas dire que la majorité était pour chaque point de son programme. Donc, même quand ils tiennent les promesses de leur programme, ça ne veut pas dire que le peuple était nécessairement favorable à chaque point de ce programme. Ben, il faut quand même rappeler que M. Macron, sur son programme, a fait 18,19% des inscrits. C'est 4% moins que Hollande et 7% de moins que Sarkozy. 18-19. Et que la majorité à l'Assemblée nationale, qui nous fait les lois pendant 5 ans, ils ont obtenu en moyenne 22,53% des inscrits. Donc, ça, même pas un électeur sur 4 qui a voté pour eux. Donc il faudrait quand même qu'ils soient un peu modestes, hein, et que les 72% qui ont pas voté, les 82% qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, bah, ils pourraient quand même avoir un petit peu droit à la parole. Mais pour revenir à ma question sur disons, la crédibilité des promesses, est-ce que tu ne crois pas quand même que si un candidat faisait ce qu'un candidat n'a encore jamais fait dans le passé, à ma connaissance, qui est de cette déclaration que s'il ne tient pas cette promesse-là sur le RIC, qui est tout à fait spéciale, alors une insurrection populaire serait légitime, est-ce que tu ne crois pas que ça le mettrait dans un état de telle faiblesse au cas où, étant élu, il ne tiendrait pas sa promesse, ça le mettrait dans un état de telle faiblesse qu'il serait obligé de tenir sa promesse? Ben, il peut déjà pas la tenir parce que quand il sera élu président de la République, il faudra qu'il obtienne une majorité. Il peut pas promettre, s'il était le roi, il pourrait, mais il peut pas promettre. Comment il pourrait promettre de réunir un congrès? Il faut qu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, sinon il peut rien faire. Et Donc là ça marche pas comme histoire. et s'il faisait comme De Gaulle, c'est-à-dire s'il soumettait le RIC en votation populaire, il n'a pas besoin là de passer par le Congrès. Il dit, je propose de modifier la Constitution de telle et telle façon pour introduire le référendum d'initiative citoyenne, et ceci, je le soumets en référendum. À ce moment, il court-circuite, comme a fait De Gaulle, il court-circuite le Oui, Congrès. mais bon,
je pense que s'il y a vraiment une pression populaire pacifique, régulière, croissante, tous les vendredis soirs, avec cette seule revendication qui est soutenue quand même par 80% des gens. Tandis que dès qu'on commence à parler de mesures économiques et sociales, eh bien, il y a des clivages qui se font, ce qui est tout à fait normal. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur le RIC et après, ben, ma foi, ceux qui ont des bonnes propositions les soumettront et c'est les Français qui feront le tri. Et chaque année, moi, je propose que ce soit une fois par an, eh bien, les meilleures propositions des citoyens qui n'auront pas été adoptées par les élus. Parce que si tu fais une proposition de loi et que comme je fais dans les bureaux témoins, là, dans les bureaux, tu obtiens 60% de signatures, je vois mal comment la majorité qui a été élue par 22-53% des inscrits pourrait refuser de reprendre à son compte une loi qui est souhaitée par 60% des gens, même si c'est que dans quelques bureaux de vote de test. Mais tu crois pas, je trouve intéressant la voie que tu dis de faire par la pression de la rue comme ça, enfin devant la place de la mairie. Mais cette voie présidentielle, est-ce que j'ai l'impression qu'il faudrait quand même pas la négliger parce que si un candidat fait une promesse très précise, comme j'ai dit, qu'en plus il distingue cette promesse des autres promesses en s'engageant en disant une insurrection populaire serait légitime, donc il se mettrait en grande faiblesse s'il ne tenait pas sa promesse, Oui, et non, puis mais il pourrait la tenir en court-circuitant le Congrès en faisant un référendum. oui, oui, non, mais moi, j'ai rien contre, hein. J'ai déjà été candidat au présidentiel moi-même, hein. J'avais été interviewé par 20 minutes. Le gars, il avait titré, ça fait bien rire mes petits-enfants, qui sont très grands maintenant, Yvan Bachot, le justicier monomaniaque. Il avait titré dans 20 minutes. Bien sûr que si quelqu'un veut le faire, veut se présenter comme ça, il aura mon soutien. Mais c'est difficile quand même de se présenter à la présidentielle sans avoir normalement. Ou alors, il faudrait qu'ils disent après, je démissionne. Oui, il faudrait Parce qu'ils que, disent je démissionne après, voilà, oui, effectivement. bon, ben ça pourquoi pas. Ouais. Mais enfin, c'est beaucoup de choses. Moi, je suis très favorable. Mais bon, c'est compliqué quand même, parce qu'après, il faudra refaire une présidentielle, il faudra avoir une majorité, un programme de gouvernement, parce qu'il faut un programme pour gouverner la France pendant au moins 5 ans. Ah ouais. Donc, il faut un parti, etc. Mais Moi, après, ça serait quelqu'un d'autre, tu vois. Ce qu'il faut, oui, c'est que quelqu'un introduise le RIC, démissionne, et puis après, bah, ça serait une élection comme d'habitude, mais simplement, on serait dans un nouvel univers où le RIC existe en France. oui, ben moi, j'ai rien contre. Mais je peux pas dire que je me présenterai, parce que je suis un peu vieux, mais on en trouvera un autre. Ok, ben en tout cas, il y a plusieurs, il y a des voies, et notamment, en tout cas, celle qui va juste après les élections, dans l'immédiat, c'est cette élection européenne. J'encourage vraiment tous ceux qui sont RIC, qui sont pour le RIC, à ne pas, à ne pas s'abstenir, même si ils pensent que les politiciens sont tous pourris. S'ils sont pour le RIC, ils ont cette option en tout cas de voter pour la liste du mouvement pour l'initiative citoyenne. Et là, même si on pense que les politiciens sont tous pourris, c'est pas des politiciens, c'est des gens qui ont été tirés au sort. Oui, et puis on ne sera pas élus. Donc il n'y a pas le danger de dire, moi je vais voter pour des gars, je ne pourrai pas les contrôler. Ouais, Nous, on ne sera pas élus puisqu'on aura des bulletins en quantité que dans un nombre très réduit. Donc il n'y a aucun danger de dire, j'aurais participé à élire un gars et après je vais être déçu. On ne ouais, sera pas déçu par les candidats puisqu'on n'aura pas d'élus. exactement. Mais au moins Ah ben ça donne un ça sera signe, ça très fait de la important. publicité pour le RIC. Voilà. Bon, Ok. ben je te remercie. Eh bien, je te remercie beaucoup. Donc, Yvan Bachot. Et à la prochaine. Et bah, je vous souhaite le plus grand succès possible pour
D'abord pour cette élection européenne et puis ensuite, parce qu'évidemment ça ne va pas s'arrêter là, pour la suite de ce combat vers le référendum d'initiative citoyenne. Eh bien, je te remercie. Au Salut! revoir.